Nous sommes le lundi 28 mai 2018. Bonsoir à tous, vous regardez Top Benji et c'est un excellent choix. Bienvenue au cœur de votre édition d'information. Ouvrons ce journal avec le volet politique. Le week-end dernier, le Parti pour le développement et la solidarité sociale a une fois de plus enregistré dans ses rangs plusieurs militants. C'est au total 520 Port-Gentilais qui ont fait le choix de militer dans ce parti de l'opposition au cours d'une cérémonie à laquelle prenait part le numéro 1 de cette formation politique. Il s'agit donc de Maître Séraphin Ndao Remboro. Le récit de Jacques Moussavou. Après les 280 militants qui avaient adhéré au PDS le 3 mars 2018 courant au 2e arrondissement, le tour est revenu ce samedi 26 mai de voir plus de 500 nouveaux militants rejoindre la grande famille des bâtisseurs et élargissant ainsi les rangs de la déferlante Orange. C'est au cours d'une cérémonie d'installation à laquelle prenait part Maître Séraphin Ndao Remboro, président national du PDS, ainsi que de plusieurs responsables nationaux et locaux de ce parti, au plateau sportif du lieu dit Convergence, au quartier Sindara, au 3e arrondissement, que 16 centaines de nouveaux militants se sont vus être installés à quelques semaines seulement de la tenue des élections législatives et à quelques jours de la révision de la liste électorale. Le co-coordonnateur national, fils du 3e arrondissement, Henri Bounzanga, a prononcé le mot de bienvenue pour la circonstance. S'en est suivi la phase proprement dite d'installation de nouveaux adhérents. En procédant par des séries de 10 cellules, le vice-président Joël Pono-Opapé, au nom du président du PDS, Maître Séraphin Ndao Remboro, s'est prêté à cet exercice rituel d'installation de la première vague. Bâtisseuse. 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 Bâtisseur. Bâtisseur. Bâtisseuse. Bâtisseur. Bâtisseur. Comment Stéphane? Au nom du président du Parti pour le développement et la solidarité sociale, son Excellence Maître Séraphin Ndao Remboro, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous installe dans vos fonctions de coordonnateur de cellule. Le vice-président Michel Dello, les co-coordonnateurs communaux Jean-Claude Moussavou et Joseph Reteno Adamou, ainsi que la co-coordonnatrice nationale des jeunes Isabelle Ekong, ont poursuivi la série d'installations des nouveaux venus au parti. Au terme de ces installations, le représentant des nouveaux militants a pris la parole pour exprimer au nom de tous la joie immense qu'est la leur du fait que désormais, ils appartiennent à la grande famille du PDS. Bâtisseuse, bâtisseur. C'est un privilège pour toute personne clairvoyante d'appartenir à la grande famille des bâtisseurs. En effet, l'espoir d'équité et de gouvernance juste, hérité des pères du combat pour la démocratie dans notre pays, a toujours captivé la conscience collective port-gentillaise. Après tant de réflexions et d'analyses, il nous est apparu en toute lucidité que le PDS est, pour nous, la garantie d'un avenir rassurant. Le secrétaire général adjoint du parti, en félicitant leur adhésion, a exhorté les nouveaux militants à défendre le parti dans les combats à venir, tout en attirant l'attention des responsables locaux du PDS. En cette circonstance, c'est certainement le lieu de vous rappeler que l'engagement que vous avez pris pour intégrer le PDS et que nous saluons aujourd'hui, cet engagement doit se matérialiser par le travail que vous avez à effectuer en commençant par votre investissement dans les prochaines élections qui arrivent pour que nous ayons demain des députés à l'Assemblée nationale et dans les moments qui vont suivre, que nous puissions avoir des maires et des conseillers municipaux, des présidents des conseils départementaux et des conseillers départementaux. M'adressant en ce moment à messieurs les coordinateurs communaux et plus largement aux anciens du parti, le président sait avec quelle sollicitude vous devez vous occuper
des intérêts et de l'encadrement des nouveaux militants qui nous rejoignent. Et je voudrais d'ores et déjà être certain que vous montrerez la même détermination et la même sollicitude à l'égard des populations de votre arrondissement et au-delà de tous les Port-Gentillais et de toutes les Port-Gentillaises. Pour joindre l'utile à l'agréable, des artistes de renom ont marqué le clou de cette cérémonie avec des prestations époustouflantes. Et puis sachez qu'au cours de cette cérémonie d'installation de nouveaux militants, eh bien, on a noté la présence de Carmen Dao, qui n'est autre que la ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat. Et justement, au sortir de cette cérémonie d'installation, le membre du bureau national du PDS et par ailleurs donc membre du gouvernement Issoze Gondé III, Carmen Dao, est revenu quelque peu sur cette cérémonie et aussi sur sa reconduction au gouvernement du Premier ministre Emmanuel Issoze Gondé, un gouvernement qui a été formé le 4 avril dernier. Écoutons-la au micro des reporters de la radio-télévision Top Benji. Eh bien, c'était un sentiment déjà de joie. Nous avons vu beaucoup de militants aujourd'hui, notamment des jeunes, des femmes. Je pense que pour ces jeunes-là, nous les félicitons. Nous sommes dans des moments où ce n'est pas toujours facile de faire le choix d'un parti parce que nous sommes à l'approche de jouxte électorale et ces jeunes ont choisi le PDS et ça c'est pour nous une fierté et nous pensons qu'ils ont fait le bon choix. Ça montre aussi que les jeunes de plus en plus s'intéressent à la politique et ça c'est une bonne chose parce que la jeunesse est une force de proposition. Et la jeunesse est un pilier essentiel du développement de ce pays. Donc c'est vraiment avec beaucoup d'enthousiasme que nous avons vu ces jeunes adhérer au PDS, le Parti pour le développement et la solidarité sociale. Des jeunes qui veulent œuvrer pour le développement de leur pays, particulièrement de leur ville. Donc c'est beaucoup d'encouragement. Nous leur disons qu'ils ont fait le bon choix et nous allons travailler ensemble pour qu'on puisse vraiment davantage œuvrer au développement de ce pays, de cette ville et particulièrement du 3e arrondissement. En même temps de l'émotion et de la fierté, c'est un privilège donc, que le chef de l'État ait voulu renouveler sa confiance en ma modeste personne ainsi que le Premier ministre. Donc c'est une fierté déjà d'être au service de mon pays. Et c'est aussi une fierté en tant que jeunes et femmes qui sont largement représentées aussi dans ce gouvernement et qui montrent encore la volonté du chef de l'État de donner la chance aux jeunes de pouvoir accéder à ces postes de responsabilité autant que femmes. Et donc c'est tous ces sentiments-là d'émotion, de fierté qui m'animent et qui me poussent encore davantage à travailler dans le sens d'arriver justement à pouvoir servir au mieux notre pays. Voilà, restons toujours sur cette intense activité qu'a menée la ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat. Il s'agit donc de Carmen Dao. Sachez que Carmen Dao donc, a assisté samedi dernier, samedi 27 mai 2018, à la Chambre de commerce de Port-Gentil, à la caravane de l'entrepreneuriat organisée par l'International Pro Business. Il était important donc pour cet organisme et pour le membre du gouvernement de donner des rouages nécessaires aux jeunes sur la solidarité et le patriotisme économique. Le récit dans ce reportage. Solidarité et patriotisme économique, c'est autour de ce thème à valeur intrinsèque qu'International Pro Business a effectué ce 26 mai 2018 une caravane de l'entrepreneuriat auquel prenaient part des jeunes de la commune à la Chambre de commerce de Port-Gentil. Ces derniers ont pu bénéficier des exposés sur les méthodes d'élaboration d'un business plan, la création et l'entretien d'un réseau relationnel, le processus de création d'une entreprise, la croissance des économies du quartier pour ne citer que celle-là. Invité pour la circonstance, Carmen Dao, ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat, a procédé à l'ouverture de la cérémonie en rappelant aux jeunes le rôle primordial que joue l'entrepreneuriat dans le processus de développement d'une nation. Me semble propice
aux besoins actuels que traversent les jeunes, en particulier la jeunesse gabonaise. Car, comme le dit le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, je cite, « Une nation forte ne peut se faire qu'avec des jeunes de bonne moralité et bien formés. » L'objectif du gouvernement est de promouvoir l'éclosion et le développement des PME gabonaises. Le rôle de l'État est non seulement d'offrir les incitatifs les mieux adaptés pour stimuler l'entrepreneuriat, nous y travaillons, de garantir l'efficacité et la cohérence des politiques publiques. Un échange interactif entre le promoteur Donald Urbain Indingui et l'assistance a permis à ces derniers de renforcer leur capacité d'entreprendre et d'améliorer leur ouverture d'esprit. Les animaux qui sont dans la forêt ont été programmés d'une manière à bien organiser leur journée. Un animal, lorsqu'il se lève le matin, il sait ce qu'il doit faire à 6 heures, il sait ce qu'il doit faire à 15 heures, et dès que vient le coucher du soleil, il sait ce qu'il doit faire, surtout dans le cadre des chimpanzés. Certains chimpanzés, lorsqu'il fait nuit, il fait son lit. D'autres chimpanzés, lorsqu'il fait nuit, il continue à manger. C'est le cas de certains individus, d'autres sont bien organisés et certains ne le sont pas. Alors le premier thème parle de l'inspiration. Ici, il est intitulé « Puiser l'inspiration en vous ». Puiser l'inspiration en vous. Si vos employés habitent dans le même quartier que vous, ils ne seront pas en retard. Ils viennent autour au travail. Et là, on fera avec efficacité, on a des résultats beaucoup plus courants. Donc il faut réfléchir stratégiquement. Il ne faut pas aller chercher l'inspiration toujours trop loin, mais juste à côté de nous. C'est peut-être un conseil. Il faut le rappeler qu'International Pro Business est un réseautage d'affaires spécialisé dans les relations internationales et à travers cette caravane, il envisage faire germer les graines d'un esprit d'entrepreneur dans le corps de la jeunesse gabonaise. Voilà, venons-en à présent à la page africaine de cette édition d'information. Fin de l'audit consacré au fichier électoral en République démocratique du Congo. Selon les parties prenantes, le fichier électoral présenté par la Commission électorale nationale indépendante est fiable, tenez-vous bien, à 90,2%. Autre point fort, la performance du matériel qui sera utilisé. Le point dans ce reportage. Le comité chargé de l'audit du fichier électoral en République démocratique du Congo a rendu ses conclusions le 25 mai 2018. Selon les représentants de l'Organisation internationale de la francophonie OIF et des 29 représentants du pays constituant ce comité, le fichier électoral présenté par la CENI est fiable à 90,2%. Des statistiques dont la probité se fonde sur le caractère inclusif des inscriptions menées à travers toutes les régions du pays. Autre point fort, la performance du matériel d'enrôlement utilisé. Mais l'inclusivité lui-même du fichier électoral repose sur le fait qu'en fait les données sont des données nationales. Les données qui concernent non seulement toutes les provinces du pays, même également les provinces qui étaient touchées par le conflit, mais l'enrôlement concerne également toutes les catégories sociales, hommes, femmes, et d'ailleurs, dans certaines régions, le pourcentage de participation de catégories comme les femmes est plus élevé. Jugé inclusif, exhaustif et actualisé mais perfectible, le fichier électoral congolais présente certaines anomalies. La plus importante rapportée est la présence de plus de 16% d'électeurs sans empreinte digitale, ces derniers enregistrés sur toute l'étendue du territoire. L'OIF a également mis en garde contre d'éventuelles fraudes en raison par ailleurs du manque de traçabilité de plus d'1 million de cartes d'électeurs vierges. Nous avons, dans la recommandation, exigé que la CENI mène des investigations beaucoup plus approfondies et surtout pour identifier les motifs réels de l'absence d'empreinte. Et c'est ça qui est important. En RD Congo, le fichier électoral actuel compte près de 40 millions d'électeurs. La mission d'audit lancée le 8 mai a confirmé la suppression de doublons et de mineurs de ce document. Elle a également contenté l'opposition et la société civile qui pointaient des irrégularités dans le processus d'enrôlement des votants.
En clôture de ces activités, le comité d'audit a recommandé des enquêtes et des sanctions contre les agents électoraux dans les provinces du Sankuru et de la Chouapa, responsables des dysfonctionnements observés. Quittons à présent la République démocratique du Congo, la région des Grands Lacs, pour nous déporter du côté de l'Afrique de l'Ouest. Sachez qu'afin de relever le défi du marché aérien, un programme appelé Marché unique de transport aérien africain a été mis en place. Une initiative de l'Union africaine approuvée par plusieurs chefs d'État du continent qui vise avant tout à favoriser la libre circulation des personnes et des biens, mais aussi à faciliter la coopération entre les entreprises du secteur aérien. Les précisions dans cet élément de nos confrères d'Africa 24. 80% du trafic aérien en Afrique est assuré par des compagnies aériennes non africaines. Un manque à gagner pour le continent dont ses dirigeants veulent relever le défi du marché aérien commun. Ceci à travers l'opérationnalisation du marché unique de transport aérien africain. L'initiative est de l'Union africaine. Elle a été approuvée par les chefs d'État et de gouvernement en juillet 2000. À ce jour, une vingtaine de pays membres de l'Union africaine ont signé cet engagement en faveur du marché unique de transport aérien. Si nous avons rejoint volontairement le marché aérien commun, nous devons rapidement nous préparer à ouvrir nos marchés. Nous avons 26 pays, nous serons prêts à s'ouvrir et cette rencontre permettra de briser toutes les barrières entre les 26 pays, harmoniser les accords bilatéraux. Quand le marché deviendra opérationnel ainsi que les compagnies aériennes entre elles, nous verrons que les frais de voyage reviendront moins chers aux populations. Il y aura une hausse des fréquences de vol et la création d'emplois. Lomé, la capitale togolaise, abrite jusqu'au 28 mai la 4e réunion du groupe de travail ministériel sur la question. Le Togo qui pilote ce projet a pour sa part signé l'engagement d'adhérer à la création de ce marché unique le 15 février 2017. Les avantages de rendre opérationnel ce marché sont multiples. En plus de favoriser la libre circulation des biens et des personnes, il permettra de desservir en un temps record les villes africaines et faciliter la collaboration entre les compagnies du Nord. Connectivité améliorée. Deuxième avantage, les compagnies vont se mettre ensemble pour devenir enfin des méga compagnies. Nous allons offrir la possibilité aux voyageurs de faire un choix de la compagnie qu'ils veulent. Quatrième avantage, il y a ce qu'on appelle une économie d'échelle de l'ordre de 1,3 milliard de dollars. C'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques. Il y a une possibilité d'emploi direct de 300 000. Le marché unique de transport aérien africain devrait être opérationnel depuis 2002. Aujourd'hui, les choses commencent à véritablement bouger avec la signature le 22 mai 2018 d'un accord bilatéral entre Askai Airlines et Rwandair, désignés pionniers du marché unique d'Afrique. Revenons en Afrique centrale pour la suite de ce chapitre d'informations consacré à l'actualité sur le continent. Le programme de valorisation et de production maraîchère pour l'autosuffisance alimentaire au Tchad porte ses fruits. 4 ans après son lancement, tenez-vous bien, 168 groupes de cultivateurs ont bénéficié de microcrédits pour développer des cultures de contre-saison. On fait le point dans ce reportage. Au Tchad, le programme de valorisation des productions maraîchères pour l'autosuffisance alimentaire initié par le groupe de recherche et d'appui à la production agricole GRAPA commence à porter des fruits. 4 ans après son lancement, environ 168 groupements villageois ont bénéficié des microfinancements pour développer les cultures de contre-saison. À ce jour, plus de 4000 ménages ruraux vivent directement des revenus générés par les activités agricoles soutenues par le programme. Nous avons octroyé environ 350 millions de francs CFA et au cours de la mise en œuvre du projet, on s'est rendu compte que le volet formation est extrêmement important. C'est pour cette raison que nous avons créé un centre régional de technologie agricole ici à Massénia, dont le but est d'accompagner les groupements dans la maîtrise de techniques de production. Donc nous avons, à travers le CRTA, élaboré un programme qui couvre un certain nombre de domaines, notamment la formation sur les techniques d'irrigation en matière de production de contre-saison.
Nous dispensons également des formations sur la production du compost, qui est une alternative à l'utilisation des engrais chimiques. Ce programme, qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, a octroyé plus de 350 millions de francs CFA en guise de microcrédit au groupement. Les bénéficiaires, majoritairement des femmes rurales, commencent à s'autonomiser vis-à-vis du programme en lançant leurs propres affaires. Grâce au programme, notre groupement a bénéficié des microcrédits qui nous ont permis de produire des légumes et des fruits en toute saison. Les marchandes de légumes viennent de Djamena pour s'approvisionner ici et ça fait entrer de l'argent dans la caisse de notre groupement. Certains d'entre nous ont pu lancer leur propre commerce de légumes et de fruits et s'en sortent bien. Nous remercions les autorités et les initiateurs de ce programme. Par ailleurs, rappelons que le Centre régional de technologie agricole, avec le soutien du gouvernement tchadien, compte réaliser une dizaine de forages qui seront équipés de systèmes de pompage solaire pour aider les groupements villageois à mieux irriguer leurs plantations. Une note de sport à présent pour vous parler bien sûr du sport numéro 1 dans le monde. Il s'agit donc du ballon rond. À la reprise donc du championnat national de première division édition 2018, dimanche, ça on va dire quoi, samedi dernier, samedi 26 mai, le stade Mandji recevait à domicile l'Union sportive de Bitam au stade d'Ivungi de Port-Gentil. Un match très capital pour les deux formations. Découvrons le résultat dans ce reportage. 3 mois après un arrêt inattendu, voilà relancé ce 26 mai le championnat national gabonais de première division édition 2017-2018 sur toute l'étendue du territoire national. À Port-Gentil, au stade Pierre-Claver d'Ivungi, stade Mandji, un des clubs chers à la commune, recevait l'USB Union Sportive de Bitam, tous 8e ex-aequo, suivant le classement de la Ligue nationale de football à la 6e journée. 15h30, coup d'envoi de l'arbitre central dès la première manche de cette 7e journée. Très capital pour les deux formations, il était important pour les coachs de développer des tactiques offensives pour une victoire certaine. À la 12e minute de l'entame du jeu, l'Union sportive de Bitam marque son premier but suite à une erreur défensive. Les poulains du coach Alain Mandreau, très impressionnant dans la conduite de balle, s'écrasaient régulièrement devant une défense bitamoise très solide. De plus, les quelques occasions de but trouvées par Stade Mandji n'ont pas pu être concrétisées. Une indécision qui leur a coûté le deuxième but bitamois à la 37e minute de jeu sur un coup franc bien centré par l'ailier droit et repris de la tête par son coéquipier Mboulou Nzigou. Score à la mi-temps 2-0 en faveur d'USB. Revenu des vestiaires, USB a changé de tactique afin de conserver les 2 buts marqués. Surpris dans son élan, Stade Mandji réduit le score de 1 but à la 85e minute de jeu. Malgré les nombreuses tentatives de marquage qui ont suivi, Stade Mandji est resté vaincu 2-1 par USB. Un score qui a mis un terme à cette 7e journée du National Foot dans la capitale économique. C'est très important pour confirmer notre place de leader et puis marquer le coup pour que nous sommes champions et on se bat pour être champion. Donc, et puis 3 points à l'extérieur, c'est toujours bénéfique pour finir parce que l'essentiel pour nous c'est d'être éliminé même au playoff. Ça fait 2 mois qu'on est à l'arrêt. Donc c'est sûr qu'en deuxième temps, il y a eu un coup de fatigue. Et puis là, il faudrait gérer l'équipe de Stade Mandji et procéder par contre-attaque. Tout simplement, nos attentes n'ont pas été celles-là. Parce que là où je pensais qu'on était bien, on n'a pas été bien. Défensivement, comme vous voyez, nous avons donné pratiquement. On a fait des erreurs qu'on ne doit pas commettre. Et nous prenons 2 buts stupides. Maintenant, revenir contre l'équipe de Bitam, qui est athlétique, qui ne fait que dégager, c'est compliqué. Donc, vous avez vu que la deuxième mi-temps était compliquée. Ça joue le temps, ça triche, etc. Maintenant, c'est à nous de nous ressaisir déjà pour essayer de changer, aller gagner à Libreville contre ici et prétendre gagner à Kanda avant d'aller terminer le championnat à Mona. Après cette défaite à domicile de Stade Mandji, il est impératif pour lui de remporter les matchs des 3 dernières journées pour espérer une bonne place dans le classement et pour ce faire, il affrontera tour à tour lors des 8e, 9e et 10e journées Missile FC, Akanda FC et Manga Sport. Voilà, c'était donc l'essentiel de l'actualité de ce lundi 28 mai 2018. Je vous souhaite une excellente soirée et surtout une très belle nuit, la plus belle des possibles. Je vous retrouve demain pour votre principale édition d'information.